avec nous. On a Pierre Panet et Zora Mailly. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pour vous présenter, alors, pour couper court à toute forme de polémique, on va dire, donc, on va commencer par Zora. Donc Zora, vous êtes l'avocate de Dieudonné sur une affaire précise, c'est ça? Oui. Et vous êtes l'auteur également du livre à venir, La parole est à la défense, dans lequel on peut dire que vous revenez sur l'ensemble des différentes affaires de Dieudonné, c'est ça? Sur les affaires sur lesquelles j'ai pu avoir des renseignements, précisément par Pierre. D'accord. Qui est quand même l'ami dévoué de Dieudonné et depuis de longues années, et qui donc l'a suivi dans tout son parcours. D'accord. Et toi, Pierre, alors pour te présenter aussi, tu étais déjà venu ici dans la libre antenne avec François d'Angléan, et donc tu es comment on peut dire, un ami de Dieudonné, ça fait longtemps que tu le suis, c'est ça? C'est très simple. Alors il faut que tu rapproches, voilà. Ouais, parce que sinon on n'entend pas. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai rencontré Dieudonné, je veux dire, c'est-à-dire en 2004. Oui. Je veux dire qu'auparavant, son nom ne m'était pas inconnu, mais je ne savais rien du tout sur lui. Et c'est en lisant les journaux, au début du mois de janvier 2004, que je découvre qu'un humoriste a suscité une polémique d'une violence inouïe à propos d'un sketch que je n'ai pas vu, que je connais maintenant. Je dois dire que quand je revois le sketch... Si vous pouvez rapprocher encore un peu. Ouais, voilà, ouais, parce qu'on entend pas bien. Je dois dire que, bon, je suis quand même encore stupéfait de voir que ce sketch a pu provoquer autant de réactions, a eu pour conséquence d'annuler une bonne dizaine de spectacles de Dieudonné, qu'il y avait à cette époque le président de la fédération sioniste, un certain Alex Moïse, qui était particulièrement vindicatif. J'ai même vu des images où il était présent lors d'une représentation à Lyon, je crois que c'était en octobre 2004, et il y a eu ce jour-là des membres, je crois, de la LDJ qui ont envoyé une bouteille d'acide sur des spectateurs. Ah oui, ça c'était un spectacle à Lyon. C'était la suite une campagne contre Dieudonné d'une violence inouïe, disproportionnée. Et c'est Alex Moïse, je voudrais quand même préciser que c'est quelqu'un qui s'envoyait lui-même des messages antisémites, qui a été condamné pour cela à une peine de prison avec sursis. Alors revenons justement, alors voilà, puisque on est dans le fond. Voilà, on est dans le fond du problème, puisque ces affaires Dieudonné, on les a tous suivies, on va dire de très loin, plus ou moins, en tout cas. Et puis elles sont toutes, il y en a certaines qui sont en tout cas très connues, très emblématiques, et à commencer par celle avec justement Fogiel. Alors ça, c'est ce qui a tout déclenché en plus, on peut dire. Ouais, alors semble-t-il, vous m'avez appris qu'il existait une affaire précédente. Et c'est quelque chose que souvent qu'on ignore. Alors il y a une affaire qui précède celle de... Parce que pour la majorité des gens, je le pense, même dans la dissidence, ils pensent que tout commence avec Fogiel. Alors que non. Pas du tout. Et pas du tout. Non, ça a commencé avec une plainte de la Griffe pour racisme anti-blanc. D'accord, voilà. Donc et il a même été condamné. Et il a été condamné. Il s'est trouvé un tribunal pour le condamner pour ça. Et donc après, il y a eu appel, et heureusement, il y a une cour d'appel raisonnable qui a quand même rendu une décision de relax pour lui. D'accord, il a été condamné en première instance, et ensuite, en appel, il a été relaxé. Il a été relaxé. Donc pour la Griffe, c'est quoi? Alors qu'est-ce que c'est que cette association? Alliance générale contre le racisme et pour l'identité française. Non, mais il y a un chrétien dedans. Non, il n'y a pas de chrétien. Non, il n'y a pas de chrétien. Alliance générale. Non, alors il se trouve qu'en effet, ce sont des catholiques traditionnalistes. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié de couper. Si vous pouvez m'excuser, mais vous êtes arrivé tellement précipitamment. Attendez, comme j'ai deux portables. Ah bah, si ça fait tout ça sonner, ça va être folklore. Je vous prie de m'excuser, veuillez, chers téléspectateurs. C'est pas de la désinvolture, c'est de la distraction. Et je ne sais pas où est mon deuxième portable. Bon, bah voilà. Alors, Pierre est dans ses portables. Donc, je précisais que la Griffe, bon, ce sont des catholiques qui sont traditionnalistes. Voilà.
Donc c'est un mouvement, oui, autant que je sache, je connais c'est un mouvement religieux. Rappelez-nous, alors c'était au sujet de quoi qu'ils avaient porté plainte cette agriffe? C'était par rapport à quoi, un sketch? Non, c'était d'une part, oui sans doute, je ne me rappelle plus à propos de quoi. Je ne sais pas à propos de quoi, mais en tout cas, il a été condamné comme étant un raciste anti-blanc. C'était pas des propos, ça que je veux dire, c'était un sketch ou certainement. Ah, ça non, devait être un sketch, ça devait être un oui, sketch, mais ouais, je ouais. ne connais pas les circonstances. Bah, ouais. Non, je veux dire, moi-même je ne me rappelle pas, mais ce que je voulais, voilà, c'est quand même l'époque où Dieudonné souhaitait pouvoir, avait déjà élaboré, autant que je sache, le scénario du film sur le Code noir. Et c'est vrai que la traite négrière transfrontalière, c'était une de ses grandes préoccupations. Et il espérait bien pouvoir filmer, pouvoir réaliser ce film, mais le Centre national de la cinématographie, il n'a pas trouvé de il n'a pas eu, on appelle ça des parce avances. qu'il avait un casting incroyable à l'époque qui avait accepté de tourner dans le film, c'est ça, hein, il y avait Daniel Prévost, il me semble, il y avait même Gérard Depardieu, des gens comme ça, il n'y avait que du Bollinge, un gros casting. Mais il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens, voilà. Et déjà, donc, là, vous pouvez nous certifier, déjà, le CNC, donc à l'époque, ils avaient été négatifs. Oui, il n'avait pas eu les financements. Le CNC, son rôle, c'est d'accorder des avances sur recettes. C'était non, parce que le sujet, pour eux, n'était pas des plus pertinents. Alors, Dieudonné faisait remarquer qu'il était très surpris, parce qu'il semblait, il y avait au moins 130 films qui avaient été réalisés sur la Shoah, et sur l'esclavage, pratiquement, ça brillait par... Il n'y avait rien, quoi. Ouais, il faut que tu mettes le micro plus près. Il faut le mettre plus près, excusez-moi. On n'entend pas, je me retourne, Pardon, excusez-moi. Donc non, c'était quand même... c'était une décision qui, manifestement, avait une signification idéologique. Je pense, bien précise. Ouais, déjà. Alors, après, on arrive donc à cette affaire Fogiel. Alors ça, cette affaire Fogiel. Pour tout dire, donc il y a un sketch qui est fait, réalisé pendant une émission. On a tous vu les images avec Jamel Debbouze. Voilà, il joue le colon israélien un peu masqué, etc. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'attaque déjà dans cette affaire? Alors, il est attaqué lui. Judiciairement, j'entends bien sûr, pas au niveau des médias. Il y a la LICRA, il y a le CRIF, et il y a même... Bon, sous réserve, il me semble qu'il y avait aussi le consistoire israélite. D'accord. Donc la LICRA, le CRIF. Voilà, tous ces gens-là l'attaquaient. Mais là où l'affaire Fogiel prend de l'importance, c'est quand Fogiel a manipulé un SMS et qu'il a réécrit. C'est le fameux... et toi, Dieudo, si on parlait de l'odeur des blacks, non, l'odeur des noirs, des blacks. Est-ce que ça te plairait? Et on a présenté ça comme étant un SMS qui en fait résumait la pensée de tous les spectateurs qui avaient appelé. D'accord. Et en fait, ce qu'on a su, c'était que c'était quelqu'un de l'équipe de Fogiel. Voilà, ça a été envoyé en plus bêtement par son portable, je crois perso, c'était pas ça, quelque chose vraiment de... Oui, non, et après ça ne faisait plus de doute. Ça ne faisait plus de doute, voilà. Donc, Dieudonné dépose plainte au tribunal de Nanterre, chez le procureur de la République. La plainte est classée. Mais comme c'est une émission et qu'en fait, elle couvre tout le territoire national, on pouvait en fait déposer plainte partout. Et il est allé déposer plainte devant le TGI de l'Hérault. Non, c'est même une citation directe à comparer qu'il y a eu. Oui, mais alors, c'est le tribunal de l'Hérault. De Montpellier, de l'Hérault. Voilà. Donc, et là, le tribunal a effectivement condamné Fogiel pour d'accord, ils ont dépaysé l'affaire, voilà. Comme on dit, en allant donc porter plainte dans l'Hérault parce que c'était national et qu'on pouvait porter plainte n'importe où. Et donc là, cette fois, dans l'Hérault, la plainte... Mais comment c'est possible dans la justice qu'on vous refuse quelque part une plainte et on l'accepte ailleurs? Eh ben, ça prouve que les juges sont indépendants. Déjà les uns des autres. D'accord. Et donc ils acceptent cette plainte donc, dans l'Hérault. Voilà, et Fogiel est condamné à 3 000 €, je crois, ou 5 000 €. Non seulement, non. C'était Olivier, c'était De Carolis, le président de France Télévisions. Alors le président de France Télévisions. Fogiel, le journaliste. Et le bon, celui qui a fait le faux. SMS, qui a fait le faux. Ouais. Voilà.
C'est-à-dire c'était quelqu'un de leur équipe, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que même le lampiste même lui l'a pris, ouais. tout le monde l'a pris. C'est-à-dire tout le monde a pris. Tout le monde, toute la chaîne. Fogiel, machin. Ah ouais, ils ont Toute été. la chaîne. Ça a été sans les sévères défaites, dis donc. C'est ça, sévères défaites. C'est ça qu'aurait dû être mis en avant, parce que dans cette affaire, on a beaucoup parlé de l'attaque contre Dieudonné, mais on a très peu parlé, de celle-là, du rendu contre Fogiel. Mais c'est ça l'injustice à laquelle fait face tout le temps et depuis toujours et jusqu'à maintenant Dieudonné. Voilà. Non, parce que le résultat, c'est qu'il n'est pas condamné, Dieudonné, à propos du sketch qu'il a fait, il n'est pas condamné en première instance. Il n'est pas condamné en appel, puisque la Cour d'appel confirme le jugement de première instance. Et ils étaient bien trois, je viens de vérifier, c'est l'ALICRA, le CRIF et le consistoire. Ils se sont pourvus en cassation. Leur pourvoi a été rejeté. Ils ont été rejetés en cassation. Donc après, c'est terminé. Ah oui, le pourvoi a été rejeté. Dans cette affaire Fogiel, ça a été la totale. Ah oui, c'est-à-dire que finalement, c'est une victoire de Dieudonné sur tous les points sur cette affaire. Absolument. Donc c'est Fogiel qui est condamné, France 2 qui est condamné, et relaxé. France Télévisions, tout le groupe. De Carolis. De Carolis, qui est condamné. Et donc, il a été condamné au fait, d'ailleurs, ils ont été condamnés pourquoi? Pour racisme aussi? Pour injure raciale. Injure raciale, d'accord. C'était le 29 septembre 2005, c'était le tribunal correctionnel de Montpellier. Voilà. D'accord. Voilà, oui, d'accord. Injure raciale. Eh ben, voilà. Donc on sait que France. Et ils n'ont pas fait appel. Oui, la décision est définie. Non. Ils ont laissé entendre qu'ils allaient faire appel, mais en définitive, ils n'ont pas fait appel. Ils ont préféré laisser les choses en état. La Cour de cassation, on les avait déjà. Quand l'évidence est là, il n'y a plus d'appel. Oui, parce qu'en appel, ils auraient pu être reconfirmés, voire plus sévèrement aggravés. La peine pouvait être aggravée. La peine peut être aggravée, oui, en plus. Oui. Donc c'est un risque pour eux. Et comme la cour de Montpellier, c'est toujours Montpellier, il n'y avait pas de chance que les magistrats se couchent. D'accord. Ah oui. Donc il y a vraiment des différences, voilà, donc entre les cours. Alors après cette affaire Fogiel, il y a une autre affaire aussi qu'on aimerait bien évoquer, c'est cette affaire des propos qui ont été tenus avec la pornographie mémorielle et qui ont tellement donc secoué ensuite, ça a été le deuxième coup de cocotier si j'ose dire, qui a remué encore alors l'affaire de cette alors pour resituer un peu quand même cette affaire, c'est des propos qui avaient été tenus à une radio en Algérie, c'est ça? Oui, en 2005. Voilà. 2005. Voilà, donc ces propos ont été, semble-t-il, relatés par un site, mais galvaudés, c'est-à-dire le site n'a pas retranscrit vraiment les propos. C'est quoi exactement l'histoire avec le site internet parce qu'il y a un site qui a retranscrit l'interview apparemment. Non, oui, et d'autre part. Voilà. Vas-y. Non, mais elle n'a pas besoin de micro, Pierre, t'inquiète. Non, c'est-à-dire que, voilà, lui, Dieudonné, lorsqu'il a fait cette déclaration en Algérie, pour lui, il reprenait un terme qui n'était pas à lui, qu'il n'avait pas inventé, il reprenait le terme d'une historienne qui s'appelle Edith Zertal. D'accord. Donc pour lui, il ne faisait que redire ce qui était dit par une dame qui s'appelle Edith Zertal, laquelle Edith Zertal est entre parenthèses juive. Donc à aucun moment, il n'a pu penser qu'elle allait être antisémite. D'accord. Et il a repris donc cette expression. Mais en disant, attention, elle n'est pas de moi. En plus, oui, elle n'est pas de moi, et il a expliqué. Mais il se trouve que par la suite, mais lui il était de parfaite bonne foi, mais par la suite, il s'est avéré que le traducteur qui s'appelle Marc Saint-Upéry a dit, c'est vrai que ce propos est dans la traduction anglaise, et puis après encore, il est revenu encore sur ses déclarations, il a dit, je ne suis pas à 100% sûr que le mot mémoriel ait été accolé au mot pornographie. Voilà. Donc il y a eu des rétropédalages, mais là, Dieudonné n'y est pour rien. Lui, au départ, il était de bonne foi, il a donné cette version-là, parce qu'il était persuadé que c'était vraiment le propos qui était tenu par cette madame Edith Zertal, qui est historienne. Qui est historienne, d'accord. Voilà. Et c'est ça le problème. Et donc tout ça, ça a déclenché... Polémique, c'est les foudres de l'enfer qui se sont abattus. Ah oui, sur Dieudonné. C'était, voilà, comme je dis, le deuxième coup de semonce. Là, c'était absolument. Ça a été terrible. Alors, c'est quoi? Il y a des précisions. Oui, alors... Voilà. Une précision, bon, alors, ce sur quoi je me fonds, c'est la recherche
recherche telle que je l'ai effectuée sur Internet. C'est vrai que c'est difficile, comme le disait Zora Maï, de parfaitement s'y retrouver. Si on veut être, et à supposer que l'information que j'ai recueillie sur Internet soit la bonne. Hein. Marc Saint-Upéry est le traducteur, a traduit le livre de cette historienne Edith Zertal. Bon. C'est vrai que dans ce livre, il y a une petite note où l'expression est employée par lui, pornographie mémorielle. Bon, j'ajouterais à cela qu'il a été amené aussi, ce monsieur Marc Saint-Upéry, à dénoncer un rapport d'un député qui s'appelle Jean-Christophe Ruffin, qui avait fait un chantier sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en 2004. Marc Saint-Upéry avait contesté le contenu de ce rapport, et voilà, alors ça a été écrit par Marc Saint-Upéry, il disait la pornographie mémorielle, donc il reprenait ce terme à son compte, hein. Oui. Et ça c'était bien avant que Dieudonné n'utilise voilà, l'expression. Dieudonné était au bout de la chaîne. La pornographie mémorielle au service d'une raison d'État colonial sans vergogne. Voilà ce qu'il dénonçait. Il considérait que la pornographie mémorielle, c'est-à-dire le fait de montrer les images de la Shoah, cela, c'était quelque chose au service d'une raison d'État coloniale sans vergogne. Il précisait alors, la notion de pornographie mémorielle n'est pas de moi, mais de l'historienne Edith Zertal. Voilà. Donc ça, c'est lui qui l'a... Ça, c'est Marc Saint-Upéry. Il n'a jamais été poursuivi. Voilà, lui avoir n'est pas employé poursuivi, l'expression. Edith Zertal n'est pas poursuivi, et Dieudonné est poursuivi. C'est quand même anormal. C'est extraordinaire. Alors, il est poursuivi. Alors, toujours, j'imagine les mêmes. La CRIF, le LIGLA, Oh, les non, CRA. voilà. Bon, on va les retrouver souvent, voilà. Ouais. Donc, alors... Il peut y avoir SOS Racisme, il peut y avoir dans l'expérience, je ne sais plus, mais franchement, on les a vus bras dessus, bras dessous, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas depuis 10 ans, je ne sais pas combien de fois je les ai vus, quoi. Si on brasse-nous Folleville, quoi. D'accord. Alors, donc, on a voilà, toujours les mêmes associations à Monton-Créneau. Donc, Dieudonné, il est cité à comparaître pour cette affaire. Donc, oui. voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Il a été condamné. Il a été condamné. Condamné, oui. Donc, il a été condamné pour ses propos pour incitation à la haine raciale, c'est ça? Oh bah oui, c'est toujours les mêmes formules. Ça. C'est provocation, Injure, provocation à la haine raciale. Provocation à la haine raciale. Ou haine raciale. Mais c'était en plus, c'était vraiment très légal d'un point de vue, parce que les propos n'avaient pas été tenus en France. Donc oui, mais alors ça, il a fait ensuite, quand il est revenu d'Algérie, je me rappelle parfaitement, il y a eu une conférence de presse au théâtre de la Main d'Or dans les jours qu'on suivit, oui. et il a montré le livre d'Edith Zertal qui s'appelle La Nation et la mort, et il y a un sous-titre. Hein. C'est une historienne, c'est ça le sous-titre, je l'avais là, mais bon, je ne sais pas si peu importe, c'est... bon, enfin, ouais. Bon, donc là, il a montré le livre, que l'expression était employée. En effet, il y avait une note de Marc Saint-Upéry au bas d'une page. Et je précise même que ce jour-là, c'était dans le cadre des Ogres. Les Ogres, c'était une association qu'on avait fondée, on en parlera peut-être après, j'en sais rien, Ouverture géographique, régionale, ethnique et sociale des frontières. Parmi les personnes qui avaient créé ce mouvement, il y avait 6 personnes, dont une personne, je tairai le nom parce que, qui était juive aussi, et qui connaissait parfaitement ce livre. Ouais. Donc ça, de toute façon, c'était une aberration qu'il soit condamné en fait pour ses propos, quoi. Donc, puisque les propos ont déjà été tenus avant par d'autres. Enfin, en tout cas, au moment où lui les a utilisés en toute bonne foi, il pensait qu'ils avaient été dits. Maintenant, qu'ils n'aient pas été dits ou qu'ils aient été dits, lui, au moment où il les a utilisés, il était de bonne foi. Voilà, c'est ça le... Bon. Et alors, après, bon voilà, on voit déjà... On voit encore sur quoi il a été condamné. Alors il y a une autre affaire aussi célèbre un peu dans la foulée. Vous allez me dire, c'est la fameuse affaire où il a déclaré que les anciens du show business étaient devenus les anciens négriers s'étaient transformés en banquiers. C'était les banquiers. Voilà. Ouais. Donc ensuite il a eu, il me semble-t-il, je crois. C'était même avant, c'était avant. C'était avant encore. C'était avant, c'est la deuxième grande affaire. C'est la deuxième finalement avant, d'accord. En fait l'autre est la troisième, d'accord. D'ailleurs elle a fait l'objet d'une émission avec Thierry Ardisson. Oui. Parce que Thierry Ardisson lui a dit, voilà, vous dites que les Juifs sont les banquiers, ils sont et aussi les esclavagistes. Les esclavagistes.
Et bon, moi j'ai vu cette émission, je l'ai vue, Oui. j'ai assisté, mais vraiment en direct. Ouais. Et Dieudonné donnait des réponses sensées, mais Ardisson avait une méthode. C'est-à-dire que chaque fois que Dieudonné était sur le point de s'en sortir, hop, il passait à une autre question. Et jamais il ne lui permettait de terminer son raisonnement, et jamais il lui permettait en fait de se disculper. Mais finalement, on voyait très bien que c'était une façon de noyer le poisson de la part. C'est là la fameuse émission où il a dit à Dieudonné, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Je te recevrai plus d'accord. Voilà, C'est cette fameuse émission. C'est celle où il lui disait en quelque sorte au revoir ou adieu. Je te s'en reverrai vante plus. jusqu'à aujourd'hui, qui dit oui, Dieudonné, je l'ai reçu pour lui dire droit dans les yeux, je te recevrai plus. Alain Soral, c'est pareil. Enfin, Il était de mauvaise foi, tout simplement. Ah oui. Donc Voilà. ça, d'accord. Alors ça, c'était la deuxième affaire en fait. Et il a été condamné pour cette affaire. il a été condamné Alors dessus. ça, alors expliquons un peu alors ses propos, parce que les propos, c'était des propos qui avaient été tenus aussi dans un journal, semble-t-il, c'est ça? C'était là, les négris, je m'en rappelle plus. Oui. Ouais, C'était, non. Mais il lui a sorti le journal. Mais seulement, il avait expliqué d'ailleurs, tout de suite, il a expliqué à Ardisson qu'en fait, ce qu'il disait avait été sorti de son contexte. Sorti de son contexte, ouais. C'est-à-dire on a gardé. Voilà, on a gardé que ça. Que cette phrase, mais en Voilà. fait, c'était Mais il l'a bien expliqué, Dieudonné. Il l'a très très bien expliqué. Et pour moi, bon, peut-être qu'il prêchait une convaincue, il faut dire. Mais c'est vrai que logiquement, ce qu'il donnait comme explication, on se tenait. Vraiment. Attends, ce que je voulais dire, c'est bon, on pouvait éventuellement, le cas échéant, reprocher la généralité du propos, du fait de dire les juifs, les négriers, bon, par sa généralité peut-être. Mais moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il n'est absolument pas douteux que des juifs ont participé à la traite transfrontalière. J'en veux pour preuve que si le Code noir, édité par Colbert, sauf erreur de ma part, c'est en 1687, Tout à fait. interdisait expressément aux juifs le trafic des esclaves, c'est qu'auparavant, ils le pratiquaient, ça me paraît une évidence. Et d'autre part, il faut quand même savoir aussi qu'à cette époque, il y a des juifs qui se sont convertis au catholicisme, les juifs maranes, et on a tout lieu de penser qu'ils ont eux aussi participé à cette traite. Et bon, et de toute manière, qui contestait à cette époque la traite? Je crois qu'à ma Oui, tout le connaissance, monde trouvait ça normal. Seul Montaigne est peut-être l'un des premiers à s'élever, me semble-t-il, contre l'esclavage, mais même au XVIIIe siècle, les philosophes, sauf Diderot, peut-être sauf Rousseau, bon. Donc, Oui, mais tout ça, c'était de la théorie. Sur le plan de la pratique, il faut aller à Bordeaux et voir les demeures seigneuriales qui sont construites là-bas. Et puis, il y a eu quand même des études là-dessus, et c'est vrai qu'il a été démontré que la communauté juive a largement participé à la traite transatlantique. Ça paraît évident. Enfin, c'est un tabou de l'histoire un peu. Non, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne participent pas, étant donné que c'était des capitalistes. C'était des capitalistes, il n'y a pas de raison. Et puis d'ailleurs, à ce moment-là, personne ne leur aurait reproché. Oui. C'est maintenant, rétrospectivement, qu'on dit que ce n'était pas une bonne chose l'esclavage, que maintenant les gens se disent « Ah oui, mais moi, non, je n'y étais pas ». Et non, tous ceux de cette époque-là ont participé. Ouais. Donc il était quand même, de toute façon, il n'était pas dans une, on va dire, dans une aberration historique, mais il a été condamné, donc pareil, pour injure raciale, parce que moi, semble-t-il, j'avais lu quelque part, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été écrites sur cette affaire, qu'il y avait la phrase en entier, effectivement, il semble que la façon dont il est dit s'attaquait, c'était, en fait, Arthur, c'est comme si, genre, il l'a pris pour lui, mais ça s'adressait pas vraiment à lui spécifique. Écoutez, c'est pareil que, par exemple, maintenant, où on dit aux gens, la Shoah, c'est quelque chose qui vous concerne. C'est exactement la même chose. Des gens qui n'ont rien à voir. Vous prenez un Africain du centre de Centrafrique ou je ne sais quoi, qui n'a peut-être jamais vu un blanc, on lui dit, bon, vous êtes responsable de ce qui s'est passé là-bas chez Hitler en haut. Écoutez, c'est pareil. Et bien là, on dit, la traite négrière concerne le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on ne le dirait pas pour la traite négrière? On a le droit aussi, à ce moment-là, de dire c'est un fardeau que toute l'humanité doit porter, parce qu'il se trouve qu'il y a des gens qui ont été malmenés. Tout comme les Juifs ont été malmenés dans les camps d'extermination de Hitler. Voilà, c'est tout. Ouais.
Donc ça, il a été condamné. Donc pour ça, c'est à chaque fois, c'est bien acharné. Oui. Donc après, il y a eu les propos. Alors ça, tout ça, c'est en quelle année là? Après, il y a Arthur, il y a l'histoire d'Arthur. Alors c'est quoi l'histoire d'Arthur? C'est l'armée. Ouais. Alors expliquons, oui, parce que c'est des propos sur l'armée, il me semble. Voilà. Voilà. Alors Arthur, tout le monde le sait, c'est un. Comment dire, un monsieur, voilà, il possédait des parts en démol et tout ça. Voilà, donc c'est quelqu'un de très connu, de très bon. Et il participait en cette qualité pour des réceptions, pour des galas qui étaient donnés pour l'armée israélienne. Ça aussi, c'était connu. Seulement, personne n'a osé dire quoi que ce soit jusqu'à présent. Et Dieudonné a été le seul à dire: Arthur donne des galas pour l'armée israélienne, mais l'armée israélienne lance des bombes sur les enfants palestiniens. Ce qui est une vérité, enfin. Eh ben non. Figurez-vous que non. D'un point de vue judiciaire, on n'a pas le droit de dire ça. Non, pas du point de vue judiciaire. Si on avait dit qu'on lançait des bombes, cette armée lançait des bombes, je ne sais pas, sur les Lapons, ou mais là, que ce soit en Israël, on n'a pas le droit. Voilà. Ah, il faut le remettre. Donc ça, alors c'est-à-dire, il a juste dit que donc Arthur, effectivement, participe à des galas avec Patrick Bruel. Mais c'est pas, ce n'est ni Arthur ni quoi que ce soit. C'est parce qu'on visait la politique d'Israël. D'accord. En réalité, c'est ça. Ouais. Il fallait pas parler d'Israël. Et il a été condamné pour ça. Parce que c'est ça qui paraît surréaliste, c'est de dire qu'on est condamné pour dire que une armée balance des bombes sur des Palestiniens. Enfin, il a été condamné pour ça. Mais moi, je pense, c'est mon idée, je pense que c'est pour contrebalancer l'autre affaire d'Arthur, parce que Arthur aussi a été condamné. Ah. Et oui, il a été condamné parce que il a qu'est-ce qu'il a dit contre il a dit quelque chose que j'ai plus en tête. Oui, si, moi je l'ai ici dans mes notes. Il a été condamné. Il a été condamné. Arthur aussi, oui, ça me dit quelque chose. Si, Arthur a été condamné. Alors, je crois que c'est un petit peu plus loin, là. Oui, ça me dit bien quelque chose. C'est vrai qu'Arthur a été condamné, mais c'est bien. Ah oui, là j'ai un trou, moi aussi. Ouais, c'est dans une affaire. Il y a peut-être un téléspectateur qui va le retrouver. Oui, qui va peut-être nous le dire. Ils ont, alors, ils sont tellement érudits, là, je vois qu'il y en a qui... Oui, ils sont érudits. C'est toujours quand on cherche. Oui, exactement. Si, il a dit quelque chose contre Dieudonné et il a été condamné pour ça, pour propos racistes. Donc là, c'est égalité zéro, comme aurait dit Olivier. Voilà. Non, mais je pense que la deuxième condamnation pour l'armée, c'était pour équilibrer la première. Oui, c'est intervenu postérieurement. C'est ça. Et il n'a pas été condamné parce qu'il avait traité Dieudonné de quelque chose, je ne sais plus quoi, non, et que Oui, il a été condamné pour ça. Attendez, je n'arrive pas à retrouver. Alors, en plus, je vois qu'il y a il y a pas mal de petites questions. C'est vrai oui, il y en a une qui est en plus assez intéressante, qu'on me dit, voilà, pendant des années, Dieudonné a été relaxé de tous ses procès en appel, 19 à l'époque, je crois, et c'est la Cour de cassation qui a rendu un arrêt de principe pour que Dieudonné soit condamné. Il faut savoir que la Cour de cassation ne se prononce jamais sur le fond, mais sur la forme. Il est rare qu'elle se prononce sur le fond d'une affaire. C'est ce qu'on appelle un arrêt de principe. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors en gros, ce qui était visé, c'est l'affaire, moi je la résume ainsi, c'est quand il dit, pour moi, les Juifs, c'est une secte, c'est une escroquerie. Et je crois qu'il avait dû dire aussi auparavant, le peuple élu, pour lui, c'était quelque chose d'absurde. Alors c'est vrai qu'il y a eu une assemblée plénière de la Cour de cassation en février 2007 pour faire condamner Dieudonné pour des propos qui avaient été tenus en 2002. Donc il s'est écoulé 5 ans. Pourquoi ? Parce que
En première instance, en première instance, Dieudonné est relaxé pour ça. En appel, il est relaxé, mais ses adversaires se pourvoient en cassation. La Cour de cassation casse. Donc quand elle casse, cela a pour effet de renvoyer devant une autre cour d'appel. Eh bien, encore une fois, cette cour d'appel n'était pas pour condamner Dieudonné. Ce qui fait qu'il y a une 5e instance, ça se termine, voilà pourquoi ça met 5 ans, c'est l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui tranche définitivement. Et elle décide quoi? Elle décide, elle invalide les positions qui avaient été exprimées jusqu'ici par les juges du fond et se prononce sur le fond. Voilà. Alors que, comme il nous le dit, c'est Francis qui dit ça, oui, qui dit que la Cour de cassation n'a pas vocation à se présenter. Si, en pareille circonstance, il ne pouvait pas en être autrement, puisque je crois que la 2e cour d'appel, c'est celle de Versailles, ou c'est la cour d'appel de Paris, mais dans une autre formation, je ne sais plus. Ouais. Bon, il faut bien suivre le raisonnement. Hein. Dieudonné relaxé en première instance, tribunal de grande instance. Confirmation de cette relaxe par la cour d'appel, la Cour de cassation casse. Et renvoie, et forcément ça avait pour effet de renvoyer devant la cour d'appel. Si la 2e cour d'appel s'était conformée à la Cour de cassation, bon, l'affaire en serait restée là, mais elle ne s'est pas conformée. Elle a relaxé encore Dieudonné. Et oui, sa position, bon. Alors, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est qu'en fait, si on avait organisé une sorte de référendum de l'ensemble des magistrats qui ont eu à connaître de cette affaire, moi, je ne serais pas surpris qu'on aurait pu constater qu'il y avait au moins la moitié des magistrats qui considéraient que, comme l'avaient dit les premiers juges du fond, c'était une opinion qu'ils avaient le droit d'avoir, et puis il y en avait d'autres qui pensaient le contraire. Finalement, si on prenait en compte la position, la conviction personnelle de chacun de ces magistrats, vraisemblablement, il y avait une sorte de partage, il y avait des divergences là-dessus. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. Mais je voudrais aussi dire qu'en plus, moi j'y vois une signification, oui franchement, c'est ma conviction, hein, on n'est pas obligé de la partager, une signification politique. Dieudonné avait jusqu'ici été toujours relaxé. Et c'est là que le tournant est pris. Et à partir de là, c'est vrai que systématiquement, les juges du fond préféreront ne pas encourir les foudres de la Cour de cassation et feront condamner Dieudonné. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense que là, il y a eu un tournant qui a été pris, qui avait une signification politique sur mon interprétation. C'est ce que nous dit le métanote. Il dit que, justement, à partir de là, c'était comme un arrêt pour condamner Dieudonné à chaque fois, pour dire, vous devez le condamner, vous n'avez pas le choix, quoi qu'il arrive. Quoi. Oui, je pense que c'est évident. Et je me rappelle aussi d'un propos qui avait été tenu lors d'une réunion publique tenue où était présent l'avocat de la LICRA, maître Jakubowicz, et alors il y avait, bon c'était des gens, Dieudonné était venu en plus, on était venu quand même pour éventuellement discuter, échanger, mais bon c'était des gens qui étaient contre Dieudonné, c'était une réunion publique anti-Dieudonné, une mairie avait prêté sa salle d'ailleurs, je ne sais plus dans quel arrondissement, c'était une mairie qui bien sûr était socialiste, autant que je sache, et était favorable à la LICRA. Bon, donc il y a une réunion publique, il y avait quand même peut-être une 50aine, 60 personnes. Bon, il y avait entre autres Jakubowicz, maître Jakubowicz, les référents, mes déférences, mais maître Jakubowicz, et je me rappelle d'une personne qui s'impassait, dit, mais enfin quand est-ce qu'il va être condamné? Et lui, Jakubowicz, d'une manière absolument... Pour lui, c'était évident. Il dit, mais écoutez, vous inquiétez pas, les médias l'ont déjà condamné. Voilà. Je me rappelle parfaitement. Voilà. La justice finira par suivre. Voilà, exactement. Autrement dit, ce sont les médias qui, en quelque sorte, s'arrogent un pouvoir, deviennent de fait un pouvoir judiciaire. Ouais. Je me rappelle très clairement, maître Jakubowicz, ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit était scandaleux. Ça veut dire que vous mettiez la justice sous la dépendance des médias. Où est l'indépendance de la justice? Moi, je ne puis que m'inscrire. Je suis vraiment, oui, écœuré que vous ayez pu tenir un propos aussi abject. Ce ne sont pas les médias qui font la justice. Et ça, c'est grave de la part d'un avocat d'avoir dit, vous inquiétez pas, vous savez pas, il va finir par être condamné.
Voilà quelques remarques que je voulais faire. On me dit d'ailleurs, voilà, c'était condamnation pour injure publique en 2009 pour Arthur apparemment, et on me dit que c'était, il avait traité Dieudonné de pourriture ou quelque chose. Oui, voilà. Même le Front National ne veut pas de lui. Ah, voilà. Même le Front National ne veut pas de lui. Et c'est là-dessus qu'il a été condamné. Il a été condamné, je crois, à 3 000 € de dommages intérêts ou quelque chose. Enfin, oui, d'accord. Donc il a été condamné par la justice. Donc contre Dieudonné, c'est Dieudonné qui avait porté plainte contre lui. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais pour que ce soit bien clair, donc voilà. Oui, non, mais c'est pour vous, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'était un équilibre. Voilà, c'était un équilibre pour lui rendre l'appareil. Je voulais dire aussi, bon, quand Dieudonné dit, par exemple, pour moi, les Juifs, c'est une secte, c'est une escroquerie, je voudrais quand même faire rappeler, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais si on lit l'épître de Saint Paul aux Galates, le verset 28, il dit les Juifs n'existent plus. Il dit il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Bon, je sais bien qu'on peut pas condamner Saint Paul, c'est Saint Paul. Et c'est Saint Paul qui l'a dit. Donc bon, ça ne surprend personne. Mais là, vous direz, c'est l'histoire ancienne. En revanche, quand vous avez un auteur comme Shlomo Sand, qui est un historien juif, qui fait un livre dont le titre est Comment fut inventé le peuple juif? Ça veut dire que si c'est une invention, ça veut dire qu'il y a matière à discussion. Il n'a pas été poursuivi. Shlomo Sand, à ce que je sache. Et pourtant, j'ai lu son ouvrage, très intéressant, très documenté, oui. Il considère que le peuple juif, son existence est plus que douteuse. C'est une construction d'un certain nombre de juifs qui étudiaient le Talmud, et notamment beaucoup de juifs allemands au XIXe siècle. Voilà. Et le peuple juif n'avait pas... on peut s'interroger, qu'est-ce qu'un peuple? C'est un peu ce que je dis dans mon livre, je dis que le sémite n'existe pas. Oui, parce que, pour revenir à l'origine, parce que c'est vrai on a ce mot antisémite qu'on a entendu tellement de fois pour qui est une pure invention d'un Allemand d'ailleurs, antisémite. Oui. Et en fait, le sémite, c'est pour ça que je dis que Dieudonné ne peut pas être antisémite, puisque le sémite n'existe pas. Oui, parce que le sémite, étymologiquement, c'est quoi? C'est les enfants. Alors c'est les enfants de Sem. Voilà. De Sem. Alors les enfants de Sem, c'est qui? C'est les Arabes et les Juifs. Voilà. Alors déjà, comme par hasard, les Arabes sont exclus du sémitisme, ce ne sont plus des sémites. Oui. Voilà. Bon, mais les Arabes n'ont jamais revendiqué ce mot-là, pour la bonne raison que, avec l'avènement du Coran, il y a un verset qui est très célèbre et qui dit